Madame l'ambassadeur, Monsieur le ministre-président, Messieurs les ministres, Messieurs les gouverneurs, Messieurs les recteurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet, chers collègues, Mesdames, Messieurs, au nom du Conseil d'administration de l'Union wallonne des entreprises, je vous souhaite la bienvenue à notre Assemblée générale annuelle. Comme vous l'avez remarqué, cette soirée est un peu particulière pour l'Union wallonne des entreprises puisqu'elle consacre un changement à sa présidence. Et dans quelques instants, Jean-François Héris nous parlera des 3 années de son mandat et Yves Prête nous exposera ensuite les lignes de force de son action future. Sans plus délayer, j'appelle sans tarder Jean-François Héris, président de l'Union wallonne des entreprises. Merci Vincent. En principe, il aurait dû dire qu'il faut couper son GSM, alors donc je le fais à sa place. Voilà, mesdames et messieurs, au terme de mon mandat donc de 3 ans, je souhaiterais revenir rapidement avec vous sur quelques éléments marquants de cette période. 2012, c'était l'année d'une nouvelle récession, après une reprise en 2010-2011. En octobre 2012, l'UE titrait dans son point conjoncturel « La crise économique se prolonge, à quand la fin ?» Les chefs d'entreprise étaient pessimistes avec toutes les conséquences sur les investissements, les embauches et les exportations. Ils pointaient, comme avant et comme encore aujourd'hui d'ailleurs, les problèmes structurels affectant notre économie. Compétitivité fortement érodée, fonctionnement inadéquat du marché du travail, taux de chômage élevé. L'année 2012, c'est aussi l'année du dérapage photovoltaïque et la fulgurante montée du coût de l'électricité, multiplié par 6 en quelques mois, de moins de 2 € à 13,80 € par mégawattheure. Toujours dans le domaine de l'énergie, le baril de pétrole se négociait à fin 2012 à plus de 110 $. Mon intention n'étant certainement pas de donner un cours d'histoire, je saute immédiatement à 2015 pour se poser la question où en sommes-nous aujourd'hui. Je reprends le point conjoncturel de l'Union wallonne des entreprises de mars de cette année 2015 qui titre « Un redémarrage fastidieux ». On y relève que les indicateurs sont dans l'ensemble bien orientés, mais que les tendances restent fragiles. Les chefs d'entreprise témoignent d'un optimisme modéré, avec des attentes positives sur les exportations, la baisse de l'euro évidemment aidant, faiblement positives pour les investissements et malheureusement, peut-on dire, limitées encore pour les intentions d'embauche. Le baril aujourd'hui de pétrole se négocie autour de 50 $ et les entreprises wallonnes payent toujours 13,82 € le mégawattheure, même si le mécanisme d'exonération prévu commence à produire ses effets. Les coûts du travail sont toujours considérés comme un handicap majeur, de même que le fonctionnement déficient du marché du travail qui se traduit par des difficultés à recruter les profils recherchés alors que le taux de chômage est malheureusement plus élevé qu'en 2012. Alors, pas de changement vraiment marquant par rapport à 2012, pas de perspective nouvelle, incontestablement si. Du moins dans certains domaines. Toutefois, le monde est toujours aussi désordonné, avec son lot d'incertitudes géopolitiques et économiques. Il n'est que de penser au cas grec, à la dégringolade des bourses chinoises et aux relations Europe-Russie pour s'en convaincre. Notons cependant que le pétrole reste à un bas niveau, sans doute pour quelque temps encore, et que le taux de change euro-dollar reste relativement favorable pour ceux qui exportent hors zone euro. Et que les perspectives semblent se rouvrir sur un marché important, à savoir l'Iran. Malheureusement, tous ces éléments ne sont que bien peu de choses comparés aux drames humains que des milliers de personnes vivent actuellement en fuyant la guerre et la barbarie. En Belgique, une 6e réforme de l'État nous est arrivée. Elle transfère aux régions d'importantes compétences en matière d'emploi, de soins de santé, d'allocations familiales, parmi d'autres. Les élections fédérales, régionales et européennes de 2014
ont débouché en Belgique sur de nouvelles coalitions gouvernementales et leurs programmes se traduisent peu à peu en mesures concrètes intéressantes pour l'économie. Du côté fédéral, saluons les réformes indispensables au pays qui sont mises en œuvre. À côté de la réforme des pensions et des prépensions, la réduction significative du coût du travail et la promotion de l'entrepreneuriat sont incontestablement des priorités claires. Depuis de nombreuses années, nous demandions la mise en œuvre d'un plan visant à améliorer la compétitivité des entreprises, en particulier sur les aspects de coût salarial et de coût énergétique. À la tribune de l'Union wallonne des entreprises, lors de la présentation des vœux de janvier 2014, j'avais demandé de créer avant de redistribuer. Sans secteur privé marchand fort, il ne peut y avoir de redistribution juste en termes de solidarité. Et sans compétitivité, il n'y a pas de création de valeur. Je constate que ce gouvernement remet les séquences dans le bon ordre et je m'en réjouis pour l'entreprise et pour les citoyens. Parallèlement, on voit aussi revenir la volonté de soutenir l'injection par les particuliers de capital à risque dans les start-up, ce qui est évidemment une excellente nouvelle. Côté wallon, il faut mettre en avant très positivement le plan Marshall 4.0. Il traduit non seulement une continuité tout à fait remarquable dans l'action économique, mais aussi l'urgence de numériser notre économie, particulièrement notre industrie. Le prêt win-win qui devrait bientôt se concrétiser reflète une volonté de mobiliser l'épargne en faveur des entreprises. Toutes les aides à l'emploi, y compris celles transférées du fédéral, sont en cours de révision. Et le gouvernement wallon a confié aux partenaires sociaux le soin de faire des propositions appropriées à cet égard. En aménagement du territoire, le vieux Quatup fait peau neuve, rebaptisé CODT. Il subit, on peut dire, une refonte en profondeur et contient un nombre d'améliorations propices à l'utilisation rationnelle de notre territoire. En dépit de moyens restreints et de l'application des normes comptables européennes, le gouvernement wallon cherche à préserver les budgets d'infrastructures. C'est évidemment essentiel, certainement pour le secteur de la construction, qui est de première importance pour notre économie, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'économie moderne sans infrastructures modernes. Soulignons également que les budgets de recherche ont été, dans l'ensemble, largement préservés. Dans le secteur de l'énergie, enfin, on voit se mettre en place le mécanisme compensatoire de ce qu'on a appelé la surcharge Elia. Reste cependant, il est vrai que pour deux catégories d'entreprises, les grandes consommatrices et une bonne partie des PME, la facture énergétique reste salée en raison des tarifs de distribution alourdis par des charges de tout genre. Je ne peux terminer cette brève revue sans évoquer l'enseignement et la formation, qui nous préoccupe et nous concerne tous. Le pacte pour l'enseignement d'excellence côté Fédération Wallonie-Bruxelles et la refonte de l'alternance en Wallonie devraient aboutir dans les années qui viennent à donner du travail à nos jeunes, en relevant les exigences de qualification, créant ainsi une meilleure adéquation avec les besoins de notre économie et de la fonction publique. Enjeu crucial s'il en est, faut d'y parvenir, nous ne ferons pas bouger suffisamment les grands indicateurs que sont le taux d'emploi, le taux de chômage et la croissance du PIB. Or, justement, en dépit d'efforts et de résultats indéniables, ils n'ont guère évolué. Mesdames et messieurs, la question bateau dans ce genre de circonstances est bien sûr: qu'est-ce que tu retiens de ces 3 années en positif et en négatif? On me l'a d'ailleurs déjà posé il y a 5 mois. Et comme cela risque de se reproduire, je me plie volontiers, mais rapidement à cet exercice en choisissant 3 éléments à mettre dans chaque colonne. À l'actif, je retiendrai d'abord le fait que les programmes des gouvernements, tant fédéral que régional et communautaire, sont très globalement en ligne avec les attentes que nous avions formulées dans notre mémorandum. Tout n'est évidemment pas parfait, mais je pense honnêtement que nous pouvons être satisfaits. Soyons humbles, c'est une évidence qu'il n'y a pas d'alternative à l'entreprise
pour soutenir l'économie et garantir ainsi notre bien-être social. Ensuite, je suis heureux que les 2 fondations décidées dans le cadre du plan Ambition 2020 soient pleinement opérationnelles. La croissance des entreprises et l'enseignement restent 2 leviers essentiels pour la région et la communauté. Enfin, j'apprécie beaucoup que l'Union wallonne des entreprises soit reconnue comme la référence du monde patronal en Wallonie, qu'elle est écoutée et entendue. Cette reconnaissance a été soutenue par une présence très active dans les médias sociaux, Facebook, LinkedIn et Twitter, qui représentent indéniablement un point fort de cette période. Au passif, je regrette d'abord qu'il ait été impossible de conclure avec les syndicats le pacte wallon que j'appelais de mes vœux lors de mon discours de prise de fonction il y a 3 ans. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais les positions d'un autre siècle de certaines centrales conservatrices ne laissaient aucune chance à cette initiative. Dans notre jardin, je relèverai ensuite le peu de progrès réalisés dans la massification du monde patronal wallon avec l'UCM et les chambres de commerce et de l'industrie, puisse n'être que partie remise. Enfin, nous aurions pu être plus volontaristes en s'engageant davantage vers les jeunes et les PME. En général, dans ce genre de discours de fin de présidence, et évidemment je ne parle pas de l'Union wallonne des entreprises ici, il y a beaucoup d'anciens présidents dans la salle, on dit et on explique à son successeur tout ce qu'il doit faire. Alors loin de moi cette prétention, et donc je laisserai donc à Yves Prête lui-même le soin de vous dire quel cap doit être fixé, quelles actions menées, quelles lacunes existent à côté des mesures plutôt favorables que je viens de citer. Mais en tous les cas, ce dont je suis certain, c'est que la condition sine qua non pour une meilleure Wallonie est l'alignement de tous derrière l'intérêt général. Cela passe par la résorption de toute une série d'oppositions ou de divergences qui minent notre capacité à mener des actions claires, décidées et efficaces. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé lors de mon mandat. La première, peut-être la plus stérile, la plus nuisible, la plus énervante, largement relayée dans la presse, est l'opposition prétendue constamment proclamée entre employeurs et travailleurs, avec l'utilisation intensive de l'expression « cadeau aux entreprises » dès qu'une mesure positive est prise en faveur d'une entreprise. Car qu'est-ce qu'une entreprise ? Des actionnaires et un patron ? Où sont les employés ? Où sont les travailleurs ? Ne contribuent-ils pas aussi à la richesse créée ? Bien sûr que oui. Est-ce possible de contribuer en étant en dehors de l'entreprise ? Les défenseurs des travailleurs, des allocataires sociaux, mesdames et messieurs, ce sont les entreprises. Notez au passage que les syndicats ne parlent plus en priorité de défense des travailleurs, mais de défense des allocataires sociaux. Tendez l'oreille le mois prochain lors des actions. Que les entreprises sont les meilleurs défenseurs des travailleurs et des allocataires sociaux, pour celles et ceux qui ont un emploi, c'est l'évidence même. C'est l'évidence même parce que la solidité de leur entreprise est le meilleur garant de leur futur. Cette bonne santé entrepreneuriale est aussi la meilleure chance pour un demandeur d'emploi de changer de statut, de pouvoir bénéficier de revenus stables, d'emprunter et surtout de trouver ou retrouver une certaine fierté. Pour la frange de la population qui, pour une raison ou une autre, ne peut pas ou plus accéder au marché du travail, la création de valeur par les entreprises permet de garantir la solidarité indispensable à une société digne de ce nom. Bref, cette opposition est une absurdité. Absurdité numéro 1. Tout aussi néfaste, l'opposition entre un enseignement dit utilitaire et un enseignement d'une pureté totale parce que débarrassé de tout intérêt pour le marché du travail. Marché, quel vilain mot, marché. La marchandisation de l'enseignement, comme si un enseignement ne devait pas aussi
surtout mener à un travail. Absurdité numéro 2. Opposition ensuite entre développement économique et écologique. Je constate que les entreprises sont de plus en plus attentives à l'écologie, par exemple par la réduction de l'empreinte environnementale de leurs activités et de leurs produits. Je suis beaucoup moins sûr que la population comprenne la nécessité de combiner écologie et développement économique. NIMBY, encore de beaux jours devant lui. Absurdité numéro 3. Opposition encore entre production d'énergie classique et énergie renouvelable, comme si du moins, à court terme, un choix radical entre les deux était faisable. Absurdité numéro 4. Opposition enfin entre grandes entreprises et PME. Bien évidemment, il n'est pas contestable qu'en raison de leurs particularités, les PME ont besoin d'un cadre légal différent de celui des grandes entreprises. Or, à beaucoup d'égards, elles sont logées à la même enseigne, singulièrement pour les charges administratives. On sait aussi qu'elles sont les gisements d'emploi du futur. Mais cela n'est pas une raison pour oublier que les grandes entreprises, si elles représentent 1/4 de l'emploi privé, produisent les 3/4 de la valeur ajoutée et que nombre de PME dépendent des grandes entreprises dont elles sont fournisseurs ou clients. L'exemple des pôles de compétitivité montre combien il est absurde de les dresser les unes contre les autres. Absurdité numéro 5. Nous devons faire en sorte, entreprises, politiques, syndicats, société civile, que ces oppositions, ces divergences de vues, si elles ne peuvent être supprimées ou réduites, ne nous empêchent pas, en tout cas en Wallonie, de réaliser notre objectif commun, celui de la prospérité pour tous et l'épanouissement de chacun. Il n'est pas trop tard, mais il est grand temps, je dirais même grand temps. La 6e réforme de l'État nous donne davantage de leviers, mais aussi la responsabilité de les actionner de la manière la plus judicieuse. Il nous reste moins de 10 ans. Mesdames et messieurs, ces 3 années ont passé très vite. Elles furent pour moi très enrichissantes et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Un des côtés agréables de la fonction est évidemment les rencontres de personnes de tout type que l'on fait, et je voudrais profiter de cette dernière tribune pour leur exprimer mes remerciements. D'abord, je voudrais remercier les entrepreneurs, si souvent décriés, mais sans qui il ne peut y avoir ni prospérité ni cohésion sociale. Merci ensuite à nos collègues des différentes organisations patronales, FEB, VOCA, BESI, UCM et les chambres de commerce et d'industrie, pour leur collaboration ouverte et positive. Je remercie également les femmes et les hommes politiques qui nous ont toujours entendus et bien souvent écoutés. Merci aussi aux représentants syndicaux avec qui nous avons pu dialoguer dans un respect mutuel. À l'Union wallonne des entreprises, je tiens à remercier les membres du conseil d'administration du bureau pour leur soutien et la qualité des débats, et bien évidemment les vice-présidentes et vice-présidents pour leur disponibilité, leurs précieux conseils et leur implication très concrète et toujours efficace. Grand merci à l'ensemble des collaborateurs de l'UE pour leur dévouement, leur professionnalisme qui se voit très clairement dans la qualité de leur travail. Merci à Yves Prête de reprendre le flambeau. Je suis certain qu'avec tes qualités, entre autres d'engagement et de détermination, la présidence est entre d'excellentes mains. Quant à Vincent, je n'ai pas assez de temps pour te dire combien j'ai apprécié de pouvoir faire ce bout de chemin à tes côtés. Si l'UE a gagné en reconnaissance et visibilité, c'est certainement grâce à ton investissement permanent au service des entreprises et de la région. À titre personnel, je partage d'une certaine forme d'humour caustique de second degré m'a procuré beaucoup de plaisir. Et tant pis pour celles et ceux qui n'apprécient que modérément. Chez AGC, je tiens beaucoup à remercier d'une part mes actionnaires qui m'ont toujours soutenu et d'autre part mes collaborateurs proches qui, par leur travail accru, m'ont permis d'exercer cette fonction qu'ils se rassurent, je ne compte rien changer. Merci à mes amis et à mes enfants pour leur compréhension, leur patience et leur indulgence.
Enfin, un énorme merci à mon épouse, sans qui tout ceci serait totalement impossible. Merci pour ta patience à côté d'un impatient. Merci pour le miroir que tu m'offres et qui, j'espère, me permet de rester un peu les pieds sur terre. Enfin, merci pour ton amour. Le mien, après 35 ans, est aussi fort qu'au premier jour. Merci à vous tous. Et je passe la parole à Yves. Mesdames, Messieurs, après tous ces merci, je vais rajouter un merci. Merci à Jean-François. Lorsque Jean-François Héris a fait son discours d'investiture, il y a déjà 3 ans, il y a à peine 3 ans, parce que ça va vite, il l'a intitulé « Ambition 2020, de la vision à l'action ». Cette initiative commune de l'Union wallonne des entreprises, de l'Union des classes moyennes, des chambres de commerce et d'industrie, il l'a développé avec énergie, il l'a défendu, il l'a porté avec son dynamisme et la détermination que nous lui connaissons. Aujourd'hui, comme il l'a dit, les thèmes prioritaires d'Ambition 2020 se retrouvent dans les programmes des coalitions gouvernementales. C'est un grand succès parmi d'autres de la présidence de Jean-François Héris. Merci Jean-François, félicitations pour ce beau travail. Et on compte évidemment encore sur toi dans l'Union wallonne des entreprises. Ce plan, Ambition 2020, a été lancé en 2011. À l'époque, le président s'appelait Jean-Pierre Delouart, il est dans la salle. Au moment où la 6e réforme de l'État pointait à l'horizon, avec son lot impressionnant de compétences, de transfert de compétences de l'État fédéral vers les régions. Le contexte wallon était plus que préoccupant. Nous avions un PIB par habitant trop faible, inférieur à 80% de la moyenne européenne, un taux de chômage trop élevé et une perspective pas très encourageante de diminution progressive des transferts de moyens de l'État fédéral vers la région. Nous étions donc confrontés sur le plan économique à un double défi. Tout d'abord, rattraper notre retard en termes de création de richesses et ensuite compenser la fin annoncée des transferts en provenance de l'État fédéral. Alors aujourd'hui, on en est où ? Eh bien, commençons par voir en Wallonie, tout d'abord. La 6e réforme de l'État, maintenant, c'est une réalité. Elle a été votée. Il ne vous échappe pas que ce n'est pas facile et que la mise en application est loin d'être terminée. Le diable se niche dans les détails. La mise en œuvre des transferts de compétences prend du temps. Malgré les actions souvent très positives, engagées depuis 3 ans par les gouvernements, que ce soit au fédéral ou au régional, actions en faveur de l'économie et de l'emploi, les constats alarmants sur le produit intérieur brut, sur le taux de chômage et le financement de la région sont toujours d'actualité. Et ceci, même si on peut s'en féliciter, les derniers indicateurs laissent entrevoir quelques signes positifs. La croissance du PIB est un petit peu plus importante que prévu. Le nombre de chômeurs et de prépensionnés évolue à la baisse, et cela même en corrigeant les chiffres de l'effet dû à des changements de réglementation. Les plus optimistes d'entre nous, et ils sont nombreux, vont interpréter ces chiffres comme le signe d'un début de reprise pour l'économie wallonne.
Il convient d'être très prudent, car la croissance actuelle est trop faible pour stimuler durablement l'emploi et améliorer nos finances publiques. Elle est aussi très fragile et très dépendante de l'environnement international. Cet environnement international, je ne peux le caractériser que d'une façon. Il est imprévisible. Nous n'avions pas prévu la hausse du dollar. Nous n'avions pas prévu la baisse du prix des matières premières. Nous n'avions pas osé imaginer une baisse des taux d'intérêt qui irait dans certaines circonstances, jusqu'à devenir négatif. Et nous n'avions surtout pas imaginé que ces trois phénomènes pourraient être concomitants. J'ai rencontré des gens qui disaient que c'était prévisible. Ce sont les spécialistes du futur antérieur, de la prospective a posteriori. Ces trois facteurs, combinés, hausse du dollar, matières premières bon marché, taux d'intérêt faible, auraient dû doper la croissance de notre économie et de nos entreprises. Force est de constater que cette croissance reste toujours très faible. Sur le plan des techniques, l'accélération des progrès techniques et les possibilités quasi infinies du numérique ont continué à bouleverser tous nos modèles traditionnels. Et ça s'accélère. Sur le plan géopolitique, l'imprévisibilité est encore plus importante. Qui aurait pu imaginer l'atroce montée en puissance de l'État islamique, les événements d'Ukraine, l'embargo sur la Russie, le terrorisme qui frappe Bruxelles, le terrorisme qui frappe Paris, le feuilleton grec, le drame des réfugiés, l'essoufflement chinois, et j'en passe. Je suis persuadé que d'ici 1 mois, 2 mois, il y aura d'autres événements qui arriveront et qui nous surprendront. Donc finalement, dans ce monde, un monde qui bouge vite, qu'on ne prévoit pas, et sur lequel nous n'avons pas ou très peu de prise, je me répète, notre seule certitude, c'est que nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir. Même les économistes se contredisent. Les partisans de la rigueur affrontent les partisans de la relance. Chaque clan compte un certain nombre de prix Nobel dans son camp. Alors, sur base de ces constats, sur base de cette incertitude qui continue à peser sur notre futur, mais finalement, quelles doivent être les priorités de l'Union wallonne des entreprises? Il faut garder le cap. L'Union wallonne des entreprises doit garder le cap du plan Ambition 2020, parce qu'il se base sur des défis fondamentaux qui, quoi qu'il advienne demain, sont porteurs de progrès pour la Wallonie. Ce sont ce qu'on appelle en mathématiques des facteurs invariants. Ce sont des facteurs invariants d'amélioration. Ils sont indépendants des phénomènes conjoncturels. Quels sont ces défis, les 4 défis d'Ambition 2020? Le premier vise la croissance des entreprises. Le deuxième, l'efficacité du travail. Le troisième, la construction d'un climat social de qualité. Et le quatrième, la modernisation de l'appareil public. Ils ont été déclinés sous forme de 30 propositions. On ne va pas les détailler ici, mais on va en parler. On va en parler de ces 4 défis. Premier défi, la croissance des entreprises. Ce premier chantier sur la croissance des entreprises, il a bien progressé. D'abord avec la mise en place d'actions spécifiques pour les PME. Le gouvernement wallon, le gouvernement fédéral ont tous deux élaboré des plans spécifiques en faveur des PME. M. Boursu pour le fédéral, M. Marcourt pour la Wallonie. L'Union wallonne des entreprises a contribué et contribue toujours à cet effort en faveur des PME, via la création de sa fondation Défi Croissance,
fondation qui accompagne les PME dans leur quête de croissance. Le potentiel de progression de nos PME est une des clés du redressement de l'économie wallonne. Plus généralement, pour nos entreprises, il faut se réjouir d'un point très fort, c'est la pérennisation et le renforcement du plan Marshall. Et il faut également se réjouir de la volonté du gouvernement fédéral de diminuer notre handicap salarial via notamment ce qu'on appelle l'opération de tax shift. Ces actions vont dans le bon sens. Elles sont à poursuivre. Nous ne pouvons que saluer la volonté partagée des gouvernements de redynamiser le tissu économique. Parce que Jean-François l'a dit, et je le répète, les entreprises sont le moyen le plus efficace pour créer de la valeur, pour créer des emplois, pour financer les services publics. On parle souvent d'entreprises citoyennes. Les entreprises sont citoyennes par essence. Il est dans l'intérêt de tous qu'elles se développent. Il n'y a pas d'alternative crédible au développement des entreprises pour assurer le bien-être des Wallons. C'est un message qu'il nous faudra marteler souvent, que je martellerai souvent, car ceux qui ne l'ont pas compris ou ceux qui ne veulent pas le comprendre sont encore très nombreux. Notre deuxième défi, l'efficacité du marché du travail. Le volet enseignement et formation s'y taille la part du lion. La qualité de l'enseignement est de loin le moyen le plus efficace pour construire la Wallonie de demain. Notre seul atout réside dans notre capital humain. L'Union wallonne des entreprises a voulu contribuer à la croisade, on peut s'exprimer ainsi dans cette salle, une croisade, pour un enseignement de qualité en créant la Fondation pour l'enseignement avec l'aide de sponsors privés. Cette fondation opérationnelle depuis juin 2013 associe nos amis de Bessie, l'EPM, McKinsey et les 5 pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire. La Fédération Wallonie-Bruxelles, quant à elle, s'est livrée à une révolution sémantique en accolant le terme excellence au terme enseignement. Il s'agit d'une première depuis plus de 40 ans. Mais cette révolution n'est pas que sémantique. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé le pacte d'excellence. L'Union wallonne des entreprises soutient cette démarche et s'engage à s'investir pour y contribuer. Les actions concrètes pour relever le niveau de notre enseignement primaire, secondaire et technique doivent être lancées rapidement. Les diagnostics sont connus, il faut passer à l'action. En parlant de formation, la bonne nouvelle est que la formation en alternance est enfin reconnue par tous comme un des moyens les plus efficaces pour intégrer nos jeunes au marché du travail. La mauvaise nouvelle est que cette formation en alternance éprouve bien de la peine à s'imposer auprès des jeunes wallons. Les entreprises et les établissements d'enseignement doivent continuer à œuvrer ensemble pour développer ce type de formation. Enseignement et formation sont des priorités. Nous devrons réussir dans ces domaines, car ne pas s'améliorer compromettrait fortement le futur de la Wallonie et particulièrement celui de notre jeune génération. Notre troisième défi, construire un climat social de qualité. Ce chantier n'a pas assez progressé. Le monde a changé, mais nos relations sociales sont toujours calquées sur les modèles en cours au début du siècle passé. Construire un climat social de qualité est indispensable. Une société conflictuelle, une société en manque de cohésion est préjudiciable à l'ensemble des Wallons, surtout aux plus défavorisés. J'y reviendrai plus tard en conclusion. Notre quatrième chantier, c'était la modernisation de l'appareil public. Il a progressé à certains égards. Pensons au projet de CODET et à la fusion de certaines agences gouvernementales. Ce chantier est encore énorme.
et l'Union wallonne des entreprises continuera à insister pour simplifier les règles, simplifier les textes, concentrer les structures et simplifier la vie des entrepreneurs. Il faut tirer avantage des transferts de compétences en cours pour faire de l'administration wallonne un exemple de simplification administrative. Je crois, j'espère, que personne ne met en doute la pertinence des 4 chantiers qui constituent l'ossature du plan Ambition 2020. Même si l'avenir économique de la Wallonie dépend en grande partie de facteurs qu'elle ne maîtrise pas, comme on l'a vu, le coût du pétrole, les taux de change, la situation internationale, la croissance mondiale, la Wallonie sera plus forte et mieux à même de profiter des éléments favorables et de résister aux crises si elle est compétitive, si les Wallons sont bien formés, si l'espace social wallon est serein et si son administration est un modèle d'efficacité et de simplicité. On ne se trompe donc pas en pérennisant Ambition 2020. Mais cela ne suffit pas. Nous avons vu que certains chantiers avancent peu, d'autres chantiers n'avancent pas. Le temps perdu, ça ne se rattrape pas. La valeur se détruit bien plus vite qu'elle ne se crée. Il est donc indispensable que nous mettions en place les conditions de réussite de ces projets afin d'accélérer le mouvement. Et personnellement, j'y vois 2 conditions. La confiance et l'union. Confiance et union. Commençons par balayer devant notre propre porte. Tout d'abord au sein du monde patronal wallon. Il faut encore renforcer les liens entre l'Union wallonne des entreprises, l'Union des classes moyennes, les chambres de commerce et d'industrie, et au sein de l'Union wallonne, être encore plus attentif aux besoins des PME et des TPE. Ce sera une des priorités des 3 prochaines années pour l'Union wallonne des entreprises. Confiance et union ensuite entre les Wallons et l'entreprise. Les Wallons n'aiment pas assez leurs entreprises. J'ai relu quelques discours d'investiture de président de l'Union wallonne des entreprises. Je peux vous dire qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, certains présidents disaient la même chose. Les expressions qu'on a entendues récemment, et même moins récemment, comme cadeau aux patrons, gouvernement des patrons, se retrouvent tous les jours dans la bouche de nos citoyens, dans les journaux et même parfois dans les déclarations d'hommes publics. Les organisations patronales ont de tout temps déployé beaucoup d'efforts pour expliquer le lien entre entreprise et bien-être des citoyens. Il est de notre devoir de continuer dans ce sens. Une région qui n'aime pas ses entreprises, une région qui n'aime pas ses entrepreneurs ne peut que s'appauvrir. Et surtout, confiance et union entre les Wallons, en commençant par ceux que l'on appelle communément les forces vives de la région. Il n'est pas interdit de rêver ensemble d'un modèle wallon. Pas du modèle allemand, pas du modèle finlandais, suédois ou soviétique. Notre modèle. Nous avons pas mal de chance. Nous vivons dans une belle région, une région où il y a de l'espace. Il y a des forêts, il y a de l'eau, une région où on vit bien. Notre histoire industrielle et scientifique est riche. Notre savoir-faire est reconnu dans de nombreux domaines. Ces acquis, il faut les valoriser. Il nous faut un système éducatif qui garantisse la meilleure éducation et la meilleure formation pour nos jeunes, la meilleure formation continue pour nos moins jeunes. Il nous faut des entreprises prospères qui génèrent la richesse suffisante pour assurer le bien-être de leurs employés et des recettes suffisantes pour financer la région. Une région aux finances publiques assainies et au fonctionnement optimisé. Tout ceci est à notre portée.
si nous partageons les mêmes objectifs. Je suis profondément convaincu qu'il suffirait que quelques dizaines de décideurs de bonne volonté, il y a beaucoup de conditions, décideurs et bonne volonté, travaillent ensemble, en confiance et sans tabou, pour s'en approcher. Une sorte d'union sacrée pour le bien commun. Il est bien sûr le devoir de chaque Wallon, de chaque citoyen, de contribuer dans la mesure de ses possibilités au succès de sa région. Mais les responsables politiques, patronaux, syndicaux et les leaders d'opinion doivent montrer l'exemple en construisant ensemble la route vers un avenir meilleur. Si méfiance et désunion règnent, nous échouerons. Si le climat est à l'union et à la confiance, nous réussirons. Vous l'aurez compris, en prenant la présidence de l'Union wallonne des entreprises, une organisation forte et représentative, qui, je vous le signale, fêtera ses 50 ans en 2018, je m'inscris pleinement dans la continuité des actions mises en place par mes prédécesseurs. Je sais pour cela pouvoir compter sur l'appui de tous les membres de l'Union wallonne des entreprises et la compétence et le dévouement de l'équipe de permanents dirigée par Vincent Reuter. Pour ma part, je souhaite effectivement me consacrer aux 4 axes forts du plan Ambition 2020. Dans la manière, je lance clairement un appel à un vaste consensus wallon qui permette de mobiliser toutes les énergies dans le même sens et qui fasse en sorte que l'on accélère le mouvement vers une Wallonie prospère. En tant que président de l'Union wallonne des entreprises, je voudrais aussi faire passer largement le message que les entreprises font le maximum pour développer l'activité économique et par ce biais créer de l'emploi. Il n'y a rien de plus motivant pour un patron que de voir son entreprise croître et de signer des contrats d'embauche. Vous pouvez compter sur mon engagement à cette noble cause qui consiste à créer de la valeur en Wallonie au bénéfice de tous les Wallons. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, je voudrais joindre mes remerciements à tous ceux qui ont déjà été exprimés. En réalité, ce sont les remerciements de mes collaborateurs et de moi-même à Jean-François Héris, parce qu'il a eu confiance en nous et qu'il nous a largement laissé de la liberté de manœuvre. À Yves Prête aussi parce qu'il a accepté cette charge. Ce sont des remerciements mêlés de tendresse. C'est une tendresse qui m'envahit chaque fois qu'un nouveau président arrive, croyant savoir exactement à quoi il s'engage. Mais je le rassure tout de suite, il pourra lui aussi compter sur notre engagement et notre entier dévouement à notre travail et au programme en fait qu'il vient d'exprimer de manière si claire. Je voudrais également remercier nos partenaires. Nous en avons 4. Vous voyez BNP Paribas Fortis, EY pour les distraits, je rappelle que c'est Ernst & Young. Le CERAN, nos fidèles se rappellent que le CERAN octroyait toujours un prix au cours du dîner qui suit cette cérémonie. Ce sera encore le cas aujourd'hui. Et nous avons aussi le partenariat d'un de nos associés habituels en matière de lobby et de travail interprofessionnel, c'est-à-dire l'Union des classes moyennes. Je vais vous convier au cocktail qui suit, en précisant que cette fois-ci, tous les vins blancs, mousseux ou tranquilles, qui vous seront servis, sont exclusivement produits en Wallonie. Ceci est grâce au contact de Pierre Rillon, qui, entre autres qualités, est président de l'Association des vignerons de Wallonie, nouveau membre extrêmement intéressant de l'Union wallonne des entreprises. Vous voyez les logos des producteurs dont les vins vous seront servis aujourd'hui. Je voudrais également, avant de vous convier à ce cocktail,
remercier 3 personnes. Madame Héris, vous nous avez détaché Jean-François pendant 3 ans. Nous vous le rendons libre de toute charge et hypothèque, et à peu près en aussi bon état que lorsqu'il a pris ses fonctions. Madame Prête, je vous l'ai dit, je pense que ni Yves ni vous ne savez exactement quel sera le poids de cette charge. Et c'est aussi avec beaucoup de tendresse que je remettrai ces quelques fleurs qui vous permettront peut-être d'adoucir, mais pas plus que les premiers moments. Et enfin, je remercie très sincèrement, au nom de mes collaborateurs également, Maïté Walmack, l'assistante de Jean-François pendant 3 ans, avec qui nous avons eu des contacts pendant 3 ans, et qui nous a toujours ouvert les portes dont nous avions besoin, nous permettant de garder un contact sans problème avec Jean-François Héris. Je m'en vais maintenant procéder à la remise de ces quelques présents. Voilà, mesdames et messieurs, encore merci d'être venus en nombre, merci aussi de votre attention. Et c'est avec un très grand plaisir que nous vous convions maintenant à la réception au cours de laquelle vous seront servis les vins dont je vous ai parlé, entre autres, il y aura d'autres boissons également. Nous vous recommandons le tout avec modération, bien entendu, et avec discernement. Bonne soirée à tous et encore merci.